des choses. Nicole. Yeah, I think I might add something about the American experience, which is that of affirmative action, because it did change the American society, and it was first created to include the black population in mainstream America after 2 centuries of slavery and 1 century of segregation. But the interesting thing is that quotas are forbidden in the United States. So that affirmative action doesn't work with real quotas because it's forbidden under the rule of equal protection of the law. So they have been ruled unconstitutional. So you don't have anywhere a strict quota of, basically the black population in the United States, about 12% of the population. Nobody demands that they are exactly 12% everywhere, in every institution, university, elected position. However, the fact that we were in an all-white country and left that population out there, and that affirmative action demanded for companies, for corporations, universities, public agencies, to include black people in a reasonable way, which means not exactly 20%, but somewhere close to that, without exactly counting. It did work. I mean, you look at the country those days, it's not perfect. You have a hardcore, really terrible poverty that strikes blacks more than it does whites and other groups. But still, the country has changed. You have black elected officials, black corporate lawyers, and so what about your main question? But should it be? I do agree for obvious reasons that women, I think, are 51% of the population. It's about everywhere. So what's the big deal about having exactly the same number of ministers? It should go without saying, and it shouldn't be too strict. I think at the highest level, competence are a real issue, and maybe not necessarily exactly the same number. I think arithmetic doesn't cut it when it comes to politics at the highest level, but it shouldn't be a surprise. There is someone maybe who wants to react to the comment? Oui, sur les quotas, je vais anticiper sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à sur l'Afghanistan, entre autres. Je pense que dans certains pays, c'est capital d'avoir des quotas parce que sinon, la plupart du temps, c'est très compliqué. Dans le cas de l'Afghanistan, un quota est imposé dans la constitution afghane, et ça, je peux vous dire que ça a été primordial pour la plupart des femmes, même si elles n'ont pas toutes, même si quand elles sont élues, elles ne sont pas toutes comment dire, à la hauteur tout de suite. En tout cas, ça les met dans un processus qui leur permet de rentrer dans la transformation politique et sociale et d'aider à la modernité, à la prospérité et à la paix. Je voudrais aussi donner l'exemple de l'Inde, où pour les élections locales, il y a eu une mise en place de quotas, des femmes se sont retrouvées à se présenter pour les élections locales et elles ont changé énormément de choses. On s'est rendu compte que là où les hommes pensaient, ceux qui étaient élus avant, qui parfois mettaient leurs femmes à leur place parce qu'il y avait cette histoire de quotas, se sont rendus compte qu'ils pensaient que les femmes ne sont pas compétentes et elles ont été plus compétentes qu'eux et elles ont amené des transformations et des révolutions au niveau local, dans la politique locale, qui ont étonné les habitants eux-mêmes. Donc voilà, je pense à mon avis que la question de l'affirmative action, des quotas, c'est toujours un bon début pour insuffler quelque chose là où il y a une résistance terrible de la part des hommes. Et ça permet de créer des précédents. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les sociétés européennes, dans les sociétés américaines, ou anglo-saxons, il y a assez de femmes compétentes pour que cette question des quotas ne crée pas d'injustice. Que finalement, on ne prenne pas quelqu'un parce qu'il est une femme, mais parce qu'il est compétent. Et je pense qu'il y a assez de femmes compétentes pour qu'on puisse le faire et que finalement, ça permet de changer, de transformer profondément la société sur le long terme. Juste une petite remarque là-dessus pour réagir sur ce que disait Florence. C'est vrai que les quotas sont nécessaires pour essayer de donner ce petit coup de
pousse, donc on parlait du ce petit pousse-pousse, sans lequel le changement ne peut pas se faire. Mais c'est vrai aussi que le quota peut apparaître comme une forme d'alibi. L'exemple du gouvernement Hollande est assez symptomatique. On a quand même l'impression qu'on en reste à l'image. On en reste à l'image. Et d'ailleurs, la deuxième image, après celle du gouvernement sur le bureau de l'Élysée, a été celle du président avec les femmes, uniquement avec les femmes. Comme si on retournait dans le monde d'avant, et on montrait que le président, après tout, faisait un petit effort pour les femmes, mais que c'était en fait de l'image. Alors si ça reste de l'image, le quota devient quelque chose d'illusoire, d'une certaine manière. Et donc il y a aussi un danger. Il ne faut pas de quota pour le quota. Que ce soit concret. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de réaction dans la salle de personnes qui veulent poser des questions, on va passer à la deuxième partie du panel. Sur le... Ah, il y a une question. მაგალითად ეთნიკური უმცირესობების ქალთა ჩართულობისა თვითონ ამ არჩევნების პროცესში და თუ არსებობს ასეთი რაიმე პრობლემა. ეს ერთი შეკითხვა და მეორე შეკითხვა ასევე თუ არის საერთოდ ზოგადად სხვადასხვა პროცესებში ეს იქნება თქვათ იგივე ეკონომიური თუ სხვადასხვა რეფორმების განხორციელების დროს ქალის როლის ამბავებას თქვათ იგივე ევროპული გამოცდილებას და სოფლიო გამოცდილების გაზიარების იგი მართლა. I think there is not one solution that fits every country. I think it has to do a lot with history and a specific culture. And when I go back to the American experience, we have this very specific history where one group was left out and under because of the color of the skin and because of the place that were assigned, that was assigned to them in the society as slaves. So because of that specific history, something that wasn't called exactly quotas, but was similar to quotas, was really necessary. Because the group was discriminated as such. In other countries, you have various ethnic groups, and some might or might have not been included on an equal level with others, and might need, a little bit of quotas, or not, because it might not have been left aside because of real discrimination, but just because of the facts of culture, geography, education, and maybe just getting the proper education sometimes could do the trick. And in terms of women, it's still another story because you have, in any given country, you have different ethnic groups, different religions, but you don't have, so you could tell that somebody is Orthodox or Catholic or Jew, or nothing at all, or Muslim, and it's a choice. But everybody in every group is a man or a woman. But in this way, women are not a minority, and they are discriminated everywhere. So I guess in the case of women, everywhere we need laws that push people to open the doors. But that's the way I see it, because it's about sharing power. You have political parties, and almost everywhere there are only males, and they need to share. That means some people are going to be out of a job. So why should they want to share? Well, they should be pushed to share. And as Patricia said earlier, maybe in some countries and in some situations, women are not entirely up to it because they have never been exposed to that kind of responsibility. So they need to have a chance to prove what they can do, and we have seen that women are really quick learners. But I do think that if you want to grab a piece of power, a piece of money, a piece of influence, people don't want to share. That's universal. So they need to be pushed. Deixa eu falar.
მაგრამ შეიძლება მას დაერქვას კანონმდებლობის ღონისძიება და არის კორპუსის კავშირი, რომელიც მიღებული იქნა. ეს არის პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ ორგანული კანონის დაემატა 99 მესამე პუნქტი, რომლის თანახმადაც 10% დაფინანსებას იღებენ პოლიტიკური პარტიები, თუ ისინი ყოველ 10 კანდიდატის შორის წარმოადგენენ 20% განსხვავებულ სქესს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომ იზრდება გამოსილებები და ყველაფერს რაც მოვისმენთ, უნდა ეს ავიცით, როგორი მოქმედებს, პროვოკატიულ ფორმალ არჩევას, Capacity, en fait, si vous avez 10%, vous êtes avantagé. C'est tout. Et je doute, malheureusement, en Géorgie, dans un climat politique très machiste, beaucoup de partis vont préférer peut-être ne pas avoir cet avantage et ne pas, j'espère, au contraire, mais malheureusement, l'exemple même des pays européens, y compris en France d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, montrer le contraire. Juste un commentaire concernant les quotas. Moi, je suis a priori pour les quotas pour une certaine période. Mais si on regarde les statistiques, par exemple en France, la réussite scolaire et universitaire des filles en France est plus importante que la réussite des garçons. Nous, on n'a pas ces statistiques en Géorgie concernant la réussite scolaire et universitaire parce que je pense que la pensée féministe peut-être pas encore très approfondie pour faire ces recherches. On n'a pas perdu le temps pour ces recherches, pas encore, mais j'espère que ça viendra. Et peut-être un jour, on aura une société où on aura les quotas pour avantager les hommes, parce que les femmes sont très compétentes finalement, elles réussissent parfaitement leur vie scolaire et universitaire, et peut-être dans 20 ans, les quotas vont servir à ça, j'espère en tout cas. Merci. J'avais juste une question, même si cette parité, je trouve, est très arithmétique tout simplement dans le gouvernement français, et il n'y a pas du tout, si vous voulez, pour moi c'est la face parce que les postes à bord d'arrière, etc., seulement la justice est occupée par une dame, donc je pense que c'est un bon commencement, mais c'est pas tout encore. Alors, il y a quelqu'un juste devant vous qui veut faire une remarque, devant vous, pas derrière, devant vous. Autant que je sache en Géorgie, il n'y a pas deux femmes ministres, il y a beaucoup plus que ça comme femmes ministres. Vous avez le vice-ministre de la police, vous avez le ministère de la justice, vous avez le ministère de l'économie, et d'autres, et je ne connais pas suffisamment la Géorgie pour ça, mais j'ai rencontré ces femmes, donc elles existent. Let me maybe continue in French, but I will be more precise. Depuis tout à l'heure, en fait, on parle du comment les femmes peuvent changer la société. Et de manière implicite, tout le monde répond en disant, en parlant du changement de la condition féminine. Ce qui veut bien dire que d'une certaine manière, la première mission des femmes pour changer la société est de changer le rôle des femmes elles-mêmes. Ça paraît une évidence, c'est implicite, mais en fait, c'est pas si évident que ça. Ça veut dire que c'est quand même la première étape. Pourquoi cela? Je crois parce que la condition féminine est quand même un bon indicateur de l'état d'une société. On peut prendre différents indicateurs, il y a des chiffres, il y a ce que vous voulez, pour le produit national brut, le pouvoir d'achat, etc. Mais la journée d'un membre de la société, même si c'est très difficile à saisir, est quelque chose qui révèle bien ce dont une société est faite. Et surtout, je crois, la condition des femmes dans une société. Dans les théocraties, dans les démocraties, les femmes sont maltraitées. Ce qui ne veut pas dire que quand il y a égalité des rois ou quand les femmes sont mieux traitées, on a automatiquement une démocratie. Il faut autre chose, bien sûr. Il faut notamment l'existence d'une classe moyenne, il faut un certain nombre d'éléments pour que une société arrive vers une transition démocratique ou fiche sa démocratie. Mais en revanche, je suis persuadé que la condition de la femme dans une société est une condition absolument, sinon suffisante, en tout cas absolument nécessaire.